Bienvenue à tous et à toutes dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour parler entre hommes, puisqu'il s'agit d'un débat qui est assez épineux sur le sujet de Pokémon, la 9e génération, Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet, lequel des deux triomphera. Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Toutefois, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous préciser que tous les faits que je vais vous apporter sont purement objectifs. Ainsi, je vous prierai de garder un esprit totalement ouvert pour pouvoir encaisser les arguments sans vous jeter dans les commentaires et aller critiquer ceux qui préfèrent tel ou tel jeu et en apportant votre couche d'arguments. Non, ce n'est pas ce que je veux faire dans cette vidéo. Ce que je veux faire dans cette vidéo, c'est, dans un but purement stratégique, vous montrer quel jeu est meilleur que tel autre, tout simplement parce que tel Pokémon est meilleur que tel autre. Les Pokémon de Violet sont peut-être plus stylés que les Pokémon d'Écarlate, selon les fans. Toutefois, il est de mon devoir de rétablir la vérité stratégique. Donc dans cette vidéo, je ne parlerai pas du style des Pokémon, mais bien des Pokémon en eux-mêmes, c'est-à-dire leur capacité, leur type, etc., etc. Bien, maintenant que j'ai un peu introduit la vidéo, commençons avec le sommaire. Donc, l'introduction des jeux, on va commencer par ça, comme on commence à peu près toutes les vidéos. Je vais vous présenter rapidement Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Pour ceux qui connaissent déjà les jeux, ça vous rafraîchira la mémoire. Pour ceux qui les connaissent pas, ça permettra un peu de vous faire découvrir et peut-être même de vous inciter à les acheter. Donc première partie, Pokémon exclusif à chaque version. Je parle pas des Pokémon légendaires ni paradoxes. Dans cette première partie, je parlerai tout simplement des Pokémon banals, des totalement banals. Il y a rien de plus sauvage. C'est des Pokémon qu'on trouve dans la nature. Dans la deuxième partie, je parlerai des Pokémon paradoxes. Ceux-là qui auront une grande influence sur le jeu, puisque leur style, en fait, va être reflété par le titre du jeu, Pokémon Écarlate, donc tous les paradoxes du passé qui vont avoir plus un style du passé, tandis que les Pokémon paradoxes de Pokémon Violet auront plus un style du futur, avec un peu du métal, de la lumière partout, très très stylé. Mais bon, après, encore une fois, je vais pas juger sur l'apparence, mais bien sur la stratégie. Dans une troisième partie, donc, on ne pouvait pas faire cette vidéo sans parler de ça. Les légendaires, Koraidon vs Miraidon, ce sera le sous-VS de la vidéo, si j'ose dire. Le petit combat entre Koraidon et Miraidon, qui n'est pas prêt de se terminer, même à la fin de cette vidéo. Certains pourront garder leur avis comme ils le souhaitent. Seulement, voilà, je me devais de faire ce débat parce que c'était important. Et puis, évidemment, on terminera par une jolie petite conclusion avec lequel des deux jeux est bel et bien supérieur à l'autre. Donc, dans une première partie, attaquons donc l'introduction. Donc, Pokémon Écarlate et Violet, ils ont été annoncés le 27 février 2022 et sortis le 18 novembre 2022. Donc, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de temps entre l'annonce du jeu et sa vraie parution. Ça peut toujours être utile. Open World. Important. Le jeu est un open world, c'est-à-dire que vous pouvez tourner dans tous les sens, vous pouvez explorer tous les recoins de la région, et contrairement à Pokémon épée et bouclier, c'est un open world, mais alors partout, c'est-à-dire même dans les villes, même dans les centres Pokémon, qui ne sont plus trop des centres Pokémon, si je puis me permettre, vous pouvez tourner, explorer avec votre pad circulaire droit, vous pouvez vraiment tout faire. Et quelque chose qui change avec la 8e génération, c'est que dans la 9e, il n'y a absolument pas de transition entre les routes et les villes. Il n'y a pas de transition, c'est-à-dire que l'open world, il est présent partout. Vous traversez la porte d'entrée de la ville, c'est comme si c'était rien passé. Donc ça, c'est quelque chose de très cool, il n'y a pas de transition, c'est extrêmement fluide. Bon, après, il y a toujours des gros problèmes au niveau graphique, mais bon, ça c'est pas trop le sujet de la vidéo. Ensuite, la région de Paldea, en fait, elle est un peu inspirée de l'Espagne et du Portugal. On
avait déjà vu la France avec Kalos, hein. Et ben là c'est sa voisine l'Espagne qui est donc représentée par la 9e génération avec Paldea. Et enfin, la dernière partie de l'introduction concernera la terracristallisation, puisque c'est la nouvelle mécanique de jeu qui a été introduite dans la 9e génération. Alors qu'est-ce que c'est la terracristallisation? Eh bien j'en ai mis un exemple à l'écran, comme vous voyez là avec ce petit évoli et des gros joyaux sur la tête. La terracristallisation consiste en fait à faire prendre un type au Pokémon en jeu. Comme la méga évolution, une fois la terracristallisation activée, elle ne peut pas être désactivée et le Pokémon restera terracristallisé jusqu'à la fin du combat. Le Pokémon terracristallisé, eh bien, il n'a qu'un seul type. Par exemple, prenons Evoli, vous le faites terracristalliser en type normal, il gagnera le type normal. Si il avait déjà le type normal, comme dans le cas d'Evoli, eh bien, il aura un double stab dû à la terracristallisation. S'il n'était pas de type normal auparavant, eh bien, tout simplement, il gagnera le stab normal tout en gardant ses précédents stabs. Voilà. Mais il n'aura plus que le type normal. La terracristallisation, je vais pas trop m'étendre dessus puisque c'est pas le but de la vidéo, mais elle peut avoir plein d'utilisations défensives comme offensives. Offensive avec le double stab et défensive avec un type défensif comme le type spectre qui est un très bon type défensif avec 2 immunités, le type acier, le type eau ou encore le type fée. Bien, passons maintenant à la première partie, soit les Pokémon exclusifs. Les Pokémon exclusifs à Pokémon Écarlate, je vous les ai tous mis là. On a donc Trioxydre, Cravarec, Dolman, Tyrannosif, Gouroutan, Moufleur, Tauros de Paldea version feu et Grodrive et Karmadura. Bon, sur cette première partie, rien de bien compliqué, je ne fais que lister ce qui vous apparaît devant les yeux. Et dans Pokémon Violet, les Pokémon exclusifs sont Gambblast, Becca Glaçon, Quatermack, Lanceurien, Dratek, Tauros de Paldea de type feu, Avaltou, Magirev et Malvalam. Donc, sur cette première partie, on voit qu'il y a clairement un penchant du côté de Pokémon Violet, avec Becca Glaçon qui est un excellent Pokémon, Lanceurien qui est dans le top tier overused, évidemment Dratak qui est excellent en stratégie, pareil, et Malvalam qui est tout simplement divin, avec sa capacité de type feu qui inflige d'énormes dégâts tout en régénérant les PV du lanceur. Dans Pokémon Écarlate, on n'a pas beaucoup de bons Pokémon exclusifs. On a du Tyrannosif qui n'est plus très utilisé, évidemment, principalement à cause de la surutilisation, il n'y a pas d'autre mot, de Fort Ivoire, hein, qui est type combat, donc qui roule sur Tyrannosif. Sinon, on a Karmadura qui est pas mal, mais qui est clairement inférieur à Malvalam. Donc on aurait 2 Pokémon à peu près viables, avec Trioxydre, ça fait peut-être 3, mais sur Violet, on en a 4 très bons. C'est quand même... là, c'est un bon point pour Pokémon Violet. Donc sur cette première partie, les Pokémon exclusifs sauvages, Pokémon Violet l'emporte. La deuxième partie, parlons un peu des Pokémon Paradoxe. Dans Pokémon Écarlate, vous les voyez s'afficher à l'écran, il s'agit de Fort Ivoire, le Pokémon de type Sol, combat qui est le Pokémon Paradoxe du passé de Donphan, hein. Hurle-Queue qui est la forme du passé de Rondoudou, Fungus Fury qui est la forme du passé de Golem, Flotte-Mèche qui est la forme du passé de Feu-Forêve, Rampe L qui est la forme du passé de Pyrax, Peluche Sablé qui est la forme du passé de Magnéton, et enfin Rugilune qui est la forme du passé de Dratak. Voilà. Pour Pokémon Violet, on a des Pokémon de fer, il n'y a pas d'autre mot, Roue de fer, hein, comme vous voyez s'afficher à l'écran ici, en haut à gauche, c'est le Donphan du futur, Hôte de fer, qui est juste en dessous, c'est le Cadoiseau du futur, Paume de fer, qui n'est pas à l'écran, c'est le Hariyama du futur, Tête de fer, c'est le Trioxydre du futur, Mythe de fer, c'est le Pyrax du futur, lui aussi est affiché à l'écran, Épine de fer, c'est le Tyrannosif du futur, et enfin Garde de fer, c'est le mélange entre Galam et Gardevoir du futur. Voilà, alors pour les Pokémon Paradoxe, qui l'emporte?
C'est vrai que dans les deux camps, il y a vraiment des bons Pokémon. Dans Pokémon Écarlate, on a Fort Ivoire, qui est tout simplement le Pokémon le plus utilisé en Overused. Hurle-Queue, qui n'est pas mal du tout non plus. Fungus Fury, qui est un peu moins utilisé, qui n'est même pas du tout utilisé, on pourrait dire. Flotte-Mèche, qui était banni de l'Overuse, tellement il était puissant. Rampe, elle, qui n'est pas très utilisée. Pelage Sablé, pareil, pas très utilisé, mais très fort dans les tiers un peu moins haut. Et enfin, Rugilune, qui est tout simplement surpuissant. Donc on aurait en tout Rugilune, Flotte-Mèche et Fort Ivoire, qui sont vraiment 3 Pokémon excellents. Et Hurle-Queue, qui est un très bon Pokémon, sans non plus être un Pokémon totalement éclaté au plafond. Pour Pokémon Violet, on a Roue de Fer, qui, je connais pas bien Roue de Fer, mais il est pas très utilisé, hein, contrairement à Fort Ivoire, son sosie du passé. Hôte de Fer, qui a été banni de l'Overuse lui aussi, qui est franchement, je dirais, le Pokémon Paradoxe le plus puissant, qui est capable de toucher avec le type eau, le type glace, héliophilisation, donc le type glace, qui tape aussi sur le type eau. En plus de ça, sa vitesse est totalement incroyable, son attaque spéciale est totalement incroyable. Oui, Hôte de Fer est bien, si ce n'est pas le premier, c'est un des premiers Pokémon Paradoxe les plus forts. Paume de Fer aussi, qui était pas mal au début de l'Overuse, qu'on appréciait bien, qui est un peu moins utilisé ces temps-ci, mais qui reste quand même très acceptable. Ensuite, Tête de Fer, qui n'est pas très utilisé, qu'on a vu un peu traîner dans l'Overuse, mais sans plus, hein, je crois. Mythe de Fer, qui est beaucoup plus utilisé que Rampe L, mais qui reste aussi assez peu utilisé comparé à Fort Ivoire, hein. Et qu'est-ce qu'on a? On a Épine de Fer, qui lui n'est complètement nul, hein. Et enfin Garde de Fer, qui est l'équivalent de Fort Ivoire, hein. C'est complètement pété au plafond, beaucoup trop puissant. Donc on a beaucoup de bons points sur Pokémon Violet. On a Garde de Fer, on a Hôte de Fer. Le reste est un peu moins bon, peut-être Paume de Fer, pourquoi pas. Par contre, pour Pokémon Écarlate, on a Fort Ivoire, Flotte-Mèche, Rugilune, 3 excellents Pokémon, plus Hurle-Queue, qui est à peu près du niveau de Pomme de Fer, peut-être un peu moins fort, mais ça reste quand même pas mal du tout. Donc là, les Pokémon Paradoxe, ils pencheraient plutôt du côté de Pokémon Écarlate. Donc pour l'instant, on est à peu près à égalité, Pokémon Écarlate, Pokémon Violet, les Pokémon Paradoxe qui penchent plutôt vers Écarlate, les Pokémon exclusifs sauvages qui penchent plutôt sur Violet. Et enfin, la dernière partie, la partie 3, on le voit à l'écran, Miraidon vs Coraidon. Qui va gagner? On va commencer ce petit 1v1 par, évidemment, le coverage. Comme vous le voyez s'afficher à l'écran, le coverage que je vous ai affiché à l'écran, c'est justement celui auquel n'a pas accès chaque Pokémon. C'est-à-dire les types que le Pokémon ne peut pas utiliser offensivement. On voit que Coraidon a accès à quasiment tous les types offensifs du jeu, en tout à 15 types offensifs. Il n'a pas accès toutefois au type eau, au type poison et au type fée, qui sont 3 bons types, mais pas fous et pas excellents offensivement non plus. On les préfère défensivement, ces 3 types. Donc c'est pas si grave que ça, en soi, qui n'ait pas accès à ces 3 types. De son côté, Miraidon, par contre, il a quand même beaucoup de lacunes, avec seulement 12 types sur lesquels auxquels il a accès, pardon. À savoir, évidemment, les Pokémon, dont les types sur lesquels il peut taper, il y en a 12. Et les types, par contre, sur lesquels il ne peut pas taper, il y en a donc 6. C'est logique, 12 plus 6 égale 18. Bon, voilà. Si vous ne le saviez pas, voilà, il y a 18 types dans la série principale. Le Pokémon ne peut donc pas taper sur le type eau. C'est pas grave, c'est comme Coraidon, les deux peuvent pas taper sur le type eau, c'est pas grave. Il ne peut pas taper sur le type glace, ce qui est un peu moins cool, puisque le type glace, c'est quand même un bon type offensif, hein.
avec notamment une lyophilisation qui tape sur le type eau, mais sinon tout simplement ça tape sur le type plante, sur le type vol et sur le type sol. Ça fait 3 types je crois. Et le type dragon, évidemment je l'avais oublié. Ça fait donc 4 types sur lesquels le type glace tape très fort, donc le type glace est un bon type offensif. Miraidon n'a pas accès au type combat. Alors là par contre c'est une grosse lacune que possède Miraidon, puisqu'il n'a pas accès au type combat. Il ne peut donc pas taper le type normal, ni acier, ni glace, ni ténèbres. Et il m'en manque un. Normal, ténèbres, acier, glace. Il m'en manque un. Il m'en manque un. Attendez, je vais me refaire tous les types. Hein. Et le type roche, voilà, le type roche. Pardon. Il n'a pas non plus accès au type sol, qui est également un des meilleurs types offensifs. C'est donc assez gênant, hein, la Miraidon qui perd vraiment beaucoup de sa puissance à cause de ses grosses lacunes au niveau du coverage. Il n'a pas non plus accès au type spectre. Alors le type spectre, c'est un excellent type offensif, qui est d'ailleurs considéré comme beaucoup de Pokéfans comme le meilleur type offensif, puisqu'il n'est résisté que par le type ténèbres. Mais c'est vrai que c'est pas le type indispensable offensivement, donc bon, on pourrait pardonner la lacune du type spectre. Et enfin le type poison comme Coraidon, bon, on va rien dire là-dessus, c'est pas grave. Donc là on voit quand même sur cette première partie, ce qui est du coverage, Coraidon est vraiment beaucoup plus intéressant que Miraidon. Et puis ce qui est du moveset, Coraidon a quand même accès à Danse Lame, le boost de type le boost d'attaque, tandis que Miraidon lui n'a pas accès à Machination, il a seulement accès donc à Plénitude. Donc c'est bien aussi, hein. Mais pour un Pokémon offensif, on aurait préféré Machination. Mais bon, c'est pas grave. Quand je parlais du coverage, évidemment, je passais sous silence la capacité Terra Explosion. Hein, je ne la rentre pas dans le coverage puisqu'elle peut toucher sur tous les types. Ensuite, les types. Alors, pourquoi Coraidon est meilleur que Miraidon pour ce qui est des types? Eh bien, vu les statistiques des deux Pokémon, si vous les connaissez, vous avez sûrement dû voir qu'ils étaient purement offensifs. Coraidon avec une excellente orientation physique, tandis que Miraidon a une excellente orientation spéciale. On pourrait pencher sur Miraidon justement à cause des statistiques. Toutefois, on remarque que les types de Miraidon, donc électrique et dragon, sont beaucoup moins intéressants offensivement que les types combat et dragon. Électrique et dragon, c'est pas mal du tout, mais défensivement. Hein. Offensivement, ça touche le type vol, le type eau et le type dragon. Ce n'est vraiment pas fou. Tandis que Coraidon, lui, il touche le type dragon et évidemment le type ténèbres, glace, roche, acier, et normal. Et je crois que j'en ai pas oublié. Donc Coraidon est clairement au-dessus de Miraidon pour ce qui est des types. Hein. Il a accès au stab combat qui est juste totalement incroyable. Les deux Pokémon ont été bannis de l'Overused, ce qui veut dire qu'ils sont tous les deux extrêmement puissants. Mais Coraidon est quand même légèrement plus puissant que Miraidon. Miraidon a toutefois accès à comment ça se dit en français? Hâte, voilà. Il a accès à Hâte qui lui augmente de 2 stades, je crois, sa vitesse, tandis que Coraidon, lui, n'a pas accès à Hâte, je crois. Peut-être que si, je sais pas. Mais il a accès à Nitrocharge qui tape sur le type feu et augmente la vitesse d'un cran. Coraidon qui est très axé feu aussi, qui a accès à Boutefeu notamment. Et comme il pose le soleil, c'est pas mal du tout. Avec le terre à feu, Coraidon c'est un très bon Pokémon. Et bon, finalement la dernière partie, le move pool. Alors, encore une fois, Coraidon est meilleur que Miraidon. Cette fois sur le move pool. Sur le move pool, donc comme je vous en ai déjà un peu parlé, Coraidon a accès à Nitrocharge, qui est le boost de type feu pour la vitesse.
tandis que Miraidon, lui, n'a accès qu'à hâte, ce qui augmente en effet sa vitesse, mais qui ne fait aucun dégât à l'adversaire. Ça permet donc à l'adversaire, par exemple, lui aussi de se booster, sans recevoir aucun dégât, et ça peut être problématique, par exemple. Pour ce qui est du reste du move pool, parlons un peu des capacités signatures des légendaires. La capacité signature de Koraidon, qui est type combat, vous l'aurez compris, est bien meilleure que celle de Miraidon, qui est type électrique. Tout simplement parce que le type combat touche 5 types, tandis que le type électrique n'en touche que 2. Donc, oui, le type combat est meilleur que le type électrique offensivement. Donc, on pourrait vraiment le dire haut et fort. Oui, Koraidon possède un meilleur move pool que Miraidon. Si on oublie la capacité signature et les boosts. Dans cela, Nitro Charge pour Koraidon et hâte et plénitude pour Miraidon. Et ben Miraidon, c'est pas fou quoi. C'est pas fou. Il a pas accès à de bonnes capacités type électrique. C'est-à-dire qu'il a accès à Fatal Foudre. Seulement Fatal Foudre, s'il n'y a pas la pluie, ça n'a que 70% de précision. Donc la seule capacité électrique, la seule bonne capacité électrique auquel Miraidon a accès, c'est évidemment sa capacité signature. Malheureusement, Koraidon, lui, a accès à Close Combat, qui a 120 de puissance et 100 de précision. Alors oui, ça baisse la défense et la défense spéciale d'un cran, mais comme Koraidon tape très très fort, je pense qu'on peut omettre cette petite faiblesse de la part de la capacité. Sinon, Koraidon a aussi accès à Colère. Miraidon, quant à lui, il a accès à Dracométéor. Alors, très personnellement, je préfère Colère que Dracométéor. Dracométéor, je crois que ça a 130 de puissance, ou 120, je sais plus. Et 90% de précision, et ça baisse l'attaque spéciale du lanceur de 2 crans, je crois. Ou d'un, je sais plus du tout. Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué à Pokémon. Tandis que Colère ne fait entre guillemets que rendre le lanceur en fait confus. Donc sur ce qui est des contre-coups, déjà Colère a 100% de précision et ensuite il ne baisse pas l'attaque de Koraidon. Mais c'est vrai que la confusion peut être aussi extrêmement embêtant, surtout plus l'attaque du lanceur est élevée, plus la confusion fera de dégâts. Et ça c'est extrêmement je vais être poli, hein, extrêmement énervant. Voilà. Donc on a un peu fait le tour des deux movesets là, et donc on a bien vu que pour ce qui est du move pool, des types et du coverage, Koraidon reste supérieur à Miraidon. Encore une fois, je ne juge pas le style des deux Pokémon. J'aurais peut-être un petit penchant pour Miraidon que je trouve un peu plus stylé, mais je dois l'admettre, sur ce qui est du plan stratégique, Koraidon surpasse Miraidon. Je ne dis pas que Miraidon est mauvais, hein. Je dis juste que Koraidon est encore meilleur que Koraidon. Que Miraidon, pardon. Petite gaffe. Koraidon est encore meilleur que Miraidon, qui lui déjà excelle. Hein. Je vais pas dire qu'il est meilleur que Zacian, mais le champ électrifié qui lui permet de booster son stab électrique, ce qui compense un peu la petite faiblesse de sa capacité signature. Ça rend quand même le Pokémon vachement balèze. Et disons qu'en 1v1, je pense que ce serait plutôt Miraidon qui gagnerait. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, petite intuition comme ça. En fait, c'est le premier qui touche qui gagne, quoi. Ça one-shot l'autre tellement les statistiques sont élevées, malheureusement. Mais c'est vrai que Miraidon a l'air un peu plus enclin à en découdre que Koraidon. Mais le truc c'est que si il loupe son Dracométéor face à Koraidon, et ben malheureusement Koraidon derrière joue sa petite colère bien en bonne et due forme. Et là ça peut faire mal. Ça peut faire très très mal, voire même one shot. Je pense que ça one shot un Miraidon.
Donc voilà, pour ce qui est du 1v1, c'est vrai que je suis un peu mitigé, je pencherais peut-être sur Coraidon, peut-être sur Miraidon. En sachant que Draco Météor n'a que 90% de précision, peut-être que Coraidon aurait un peu plus de chance, en vous rappelant bien que Coraidon et Miraidon ont la même vitesse, hein, ne l'oubliez pas. 135 en vitesse, je crois, je suis plus sûr. Voilà. Donc ça c'était pour la dernière partie, les Pokémon légendaires. Vous avez donc le gagnant de ce duel, à savoir Coraidon. Eh bien, on est parti pour la conclusion, la dernière ligne droite de cette vidéo. Alors, vous m'excuserez si j'en déçois certains, mais comme je l'avais dit, là, cette analyse, elle se base principalement sur la stratégie et non pas sur le style des Pokémon, parce que je suis d'accord, Miraidon est vachement stylé comparé à Coraidon. Même si Coraidon est quand même pas mal badass, hein. Miraidon reste quand même assez devant pour ce qui est du charisme. Et donc, voilà notre fameuse conclusion. On est arrivé à 2 contre 1. Paf! Pokémon Écarlate est meilleur que Pokémon Violet. Alors, en disant ça, je sais ce que je vais me recevoir dans la tête. Encore une fois, je vous ai dit, restez ouverts d'esprit. Ce que je vous présente, ce sont des faits. Ce sont des faits purement objectif. Je n'ai pas envie de vous dire non, Pokémon Violet c'est de la merde, ne l'achetez pas. C'est absolument pas ce que je suis en train de dire. Je dis seulement que pour un aspect stratégique, vaut mieux que vous achetiez Pokémon Écarlate, quitte à faire des échanges avec un joueur de Pokémon Violet, plutôt que vous achetiez Pokémon Violet, et donc que vous soyez obligé de faire encore plus d'échanges avec les gens de Pokémon Écarlate, puisqu'il y a plus de Pokémon intéressants dans Pokémon Écarlate que dans Pokémon Violet. Je suis d'accord avec les faits sur ça. Voilà. Donc, cette conclusion terminée, je dois vous rappeler tout de même que les faits sont les faits, hein. Ce n'est pas mon avis. Toutefois, vous avez tout à fait le droit d'avoir votre avis. Vous avez le droit de préférer Pokémon Violet et d'acheter Pokémon Violet. Ce que je vous dis là, c'est pas pour vous faire acheter Pokémon Écarlate particulièrement. C'est plus pour que vous preniez conscience que en fait, derrière Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet, c'est pas juste un débat stupide de joueurs de Pokémon, c'est une vraie analyse stratégique qui demande du temps et des faits et encore des faits et toujours des faits, et je ne pourrais jamais dire plus que des faits, hein. C'est quelque chose que les gens ont du mal à gober, hein. Pour les joueurs de Pokémon Écarlate, bon, voilà, vous êtes contents, votre jeu préféré est le meilleur, bravo. Pour les joueurs de Pokémon Violet, votre jeu n'est pas nul, hein. Votre jeu n'est pas nul. Au contraire, Pokémon Violet et Pokémon Écarlate, c'est le même jeu. C'est exactement le même scénario. Exactement les mêmes Pokémon dominants, hein. C'est la même aventure, hein. C'est la même maîtresse de la ligue. C'est tout la même aventure, le même scénario. Seulement, les Pokémon qu'on trouve dans Pokémon Écarlate sont beaucoup plus intéressants stratégiquement que ceux qu'on trouve dans Pokémon Violet. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas évidemment à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter, à partager à un max de monde, ayant quand même un esprit assez ouvert, hein. Évitez que cette vidéo n'arrive à des gens trop fermés d'esprit qui n'acceptent pas trop les critiques et les faits, hein. Et puis, moi je vous dis à la prochaine, et puis portez-vous bien.